Le chef de l'État a organisé un appel hier soir, quelques minutes après la publication du communiqué de la CEDEAO, avec les ministres concernés, ses équipes et notamment l'ambassadeur de France à Niamey. Point de situation depuis Brégançon, donc, où Emmanuel Macron s'entretient également avec ses partenaires européens et américains, ainsi qu'avec ses homologues de la CEDEAO. Paris soutient ainsi l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja, y compris la décision d'activer le déploiement d'une force en attente. C'est ce qu'indique le Quai d'Orsay, car Paris a toujours estimé qu'une option militaire devait rester sur la table depuis le coup d'État du 26 juillet. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a martelé qu'il s'agissait du coup d'État de trop dans la région. Depuis quand il y a des ministres en France qui sont concernés par un coup d'État au Niger? J'ai rien compris. C'est quoi ces ministres-là? Est-ce qu'il y a un ministère en France chargé de la situation au Niger? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Dans un royaume, il y avait une petite souris et un petit chat qui se battaient. La petite souris courait pendant qu'elle était pourchassée par le petit chat. Ils ont parcouru tout le royaume. La petite souris est partie se confier aux chèvres. Les chèvres ont dit que eux, ils n'avaient pas à intervenir dans un combat entre une souris et un petit chat. La petite souris est partie ensuite se confier aux bœufs. Les bœufs ont tenu le même discours. Elle est partie se confier aux chameaux du royaume. Les chameaux ont dit qu'ils n'avaient pas à intervenir dans un combat entre souris et chat. Désespérée, la petite souris a donc couru vers la chambre de la vieille mère du roi. Dans cette chambre, il y avait un feu allumé dans un vase. La souris a couru et est partie renverser le feu. Le feu a pris toute la chambre. La mère du roi est morte calcinée. Pour les funérailles de sa mère, le grand roi a égorgé toutes les chèvres du royaume, tous les bœufs et tous les chameaux de son royaume. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que il n'y a pas de petite guerre. Quand il y a une guerre à ta porte, reste attentif et surtout ne néglige pas ce qui se passe autour de toi. Quand la guerre a commencé en Ukraine, tous les Européens de l'Ouest ont accueilli les réfugiés ukrainiens parce que selon eux, ce sont des Européens, ce sont des Blancs, ils se ressemblent. Aujourd'hui, il y a pratiquement une guerre au Niger. Si tu es africain, c'est que tu dois te sentir concerné par ce qui se passe au Niger. Mais si tu penses que ça ne te concerne pas, eh bien, je t'invite quand même à suivre cette vidéo pour que tu puisses toi aussi prendre conscience de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe au Niger n'est pas un combat pour la restauration de la démocratie. C'est un combat pour la liberté du Niger et des Nigériens. Je t'invite à écouter ces différentes vidéos et peut-être que tu vas changer d'avis par la suite. De toute façon, on interviendra. Voilà. Juste l'autre question qui est posée, moi je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est La posée, France, vous voulez dire? d'une manière ou d'une autre, il faudra France. intervenir tout D'accord. simplement pour 3 raisons précises. Un, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. Le Niger n'est pas le seul pays africain à posséder des matières premières en Afrique subsaharienne. Donc si la France doit intervenir au Niger pour garder sa même mise sur l'Afrique subsaharienne et ses ressources minières, c'est que sûrement, toi aussi, ton pays est concerné. Alors, finalement, c'est la France qui intervient au Niger pour protéger ses intérêts ou bien c'est la CEDEAO qui intervient au Niger
pour restaurer la démocratie. Et d'ailleurs, c'est qui la CEDEAO là? Quand on parle aujourd'hui de CEDEAO, on n'a pratiquement que 3 présidents, dont 2 présidents qui peuvent se permettre de tout faire dans leur pays. Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara. Qui va prendre aujourd'hui Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara comme des modèles de démocratie en Afrique? Je pense que même dans leur propre pays, en dehors des gens qui ont peur des représailles, il n'y a personne qui peut dire que ces gens-là sont là pour défendre la démocratie. Donc, ils n'ont de leçons à donner à personne. Ça fait des années que le Niger tend la main à ses frères, à ses soi-disant frères de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'on vienne les aider à combattre le terrorisme. Et c'est aujourd'hui qu'eux, ils ont su que le Niger est un pays frère qui a besoin de la stabilité, de la démocratie, de la sécurité. Quelle ironie. Mais continuons d'abord sur la suite de nos vidéos. Intervention ou pas pour le quotidien français L'Opinion. Ce qui se passe au Niger après le Mali montre que Paris n'a pas vu venir un nouveau coup d'État dans sa dernière pièce maîtresse du Sahel, le résultat d'un manque de décision courageuse, selon le journal, atterré de voir la présence française en Afrique, je cite, partir en lambeaux. Donc, la France était censée voir ce qui se passe dans un autre pays. Donc, la France était censée prendre des décisions courageuses pour empêcher le coup d'État dans un pays à des milliers et des milliers de kilomètres de Paris. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ici? C'était quoi alors la décision courageuse que la France était censée prendre? Et finalement, le Niger, c'est pour le Niger ou bien c'est pour la France? Donc, soit le Niger appartient à Paris, à la France, soit le Niger appartient à la Russie ou bien à la Chine. Le Niger ne peut pas appartenir aux Nigériens. Le Niger ne peut pas être un pays indépendant. Le Niger ne peut pas exister en tant que pays souverain. Ça, c'est hallucinant. Comment on peut penser ainsi d'un pays indépendant? À quel moment, quand les Gilets jaunes ont commencé ici, un seul État africain s'est levé pour dire quoi que ce soit? Personne n'a rien dit parce que c'était un problème français. Mais aujourd'hui, la France doit décider de comment le Niger doit vivre. Ce qu'il faut pour éviter que le Niger choisisse comme partenaire la Chine ou la Russie. Waouh! Après le Niger, c'est quoi la suite? Si pour le Mali, ça a chauffé, aujourd'hui, pour le Niger, ça paraît même impossible. Parce qu'avec la complicité des sous-préfets de Paris, comme Alassane Ouattara et Macky Sall, qui sont prêts à tout, voire même à envahir le Niger avec des groupes armés pour aller massacrer la population et faire libérer leurs copains. Imaginez ce qui attend le reste des pays qui vont vouloir aussi se lancer dans la même démarche. Ça veut dire quoi? Le message est clair. En fait, pour que nos pays soient capables de faire quoi que ce soit, de décider de quoi que ce soit, il faudrait que la France approuve. Sinon, eh bien, il faudra passer par la manière dure. Et là, avec le Niger, on est en train de se rendre compte que même la manière dure n'est pas gagnée d'avance. Parlons du Niger, Vincent Hugeux. Pendant de très longues années, quand vous étiez à l'Express, vous avez arpenté toute l'Afrique d'un bout à l'autre, d'est en ouest et du nord au sud. Vous connaissez aussi très bien le Niger. De toute évidence, 3 semaines après le coup d'État militaire à Niamey, on a l'impression que les gars qui sont au pouvoir, alors certes, ils ont nommé un gouvernement de civils, mais on ne sait pas très bien qui dirige actuellement le pays qui est devenu le Niger, soufflent le chaud et le froid. Ils disent « Ah bah si, on veut bien négocier, on peut envisager éventuellement de rendre le pouvoir. » La France, les Français, les journalistes français ne savent pas ce qu'est devenu le Niger. Ça, c'est étonnant. Qu'est-ce que vous avez à savoir de ce qui se passe au Niger et ce que devient le Niger?
Mon frère, vous avez un pays qui s'appelle la France, qui n'a rien à voir avec, qui n'est même pas sur le même continent que le Niger. Les voisins du Niger peuvent se poser cette question-là. Parce que probablement, on peut dire qu'ils sont menacés par les mêmes phénomènes que le Niger, à savoir le terrorisme. Mais la France n'a rien à savoir de ce qui se passe au Niger. La France n'est pas de la CEDEAO, en tout cas, officiellement. Parce qu'on sait aujourd'hui, même si tu as les yeux fermés, si tu as les oreilles qui ne sont pas bouchées, tu sais au moins que la CEDEAO, quand on parle de CEDEAO aujourd'hui, je suis sûr et certain que quelque part dans ta tête, tu penses à M. Macron. Tu penses à Ouattara et tu penses à Macky Sall. Donc, officiellement, la France ne fait pas partie de la CEDEAO. La France ne fait pas partie de l'UA. La France n'est pas un voisin. Et la France, je ne sais pas, à aucun moment, la France n'a à dire quoi que ce soit de ce qui concerne le Niger. Et d'ailleurs, n'avons-nous pas entendu récemment les mêmes journalistes chanter sur tous les plateaux que l'Ukraine était un pays indépendant, un pays souverain, et que personne d'autre, aucun autre pays n'avait le droit de décider de quoi que ce soit en ce qui concerne l'Ukraine. Ou bien l'Ukraine, la dimension, la planète sur laquelle on a défini le statut d'État souverain de l'Ukraine est différente de la planète Terre sur laquelle se trouve le Niger. Ou bien alors, comme c'est des Blancs qui vivent là-bas, comme c'est un pays européen, alors on ne parle pas, la souveraineté dans ce cas-là n'a pas le même sens, la même connotation que celle qui doit être appliquée au Niger. Peut-être qu'ils ont la réponse à toutes ces questions. On va les écouter. Et puis d'un autre côté, il serre la vis dans d'autres domaines. Quel est votre sentiment, là, 3 semaines après? Comment ça va tourner? Est-ce que la CEDEAO va finir par sortir le gros gourdin et à taper ou pas? Écoutez, Bernard, vous mettez le doigt sur ce qui me préoccupe le plus depuis le début, indépendamment du fait qu'on est dans un dévoiement évidemment grossier et brutal de toutes les normes démocratiques pour lesquelles tant de jeunes Africains se sont battus depuis des années. Ce qui m'inquiète le plus, donc, c'est cette apparence de flottement, d'hésitation, oui. Signaux contradictoires. Exemple très simple. Dans un même souffle, quasiment, on reçoit des dignitaires religieux, spirituels et politiques du Nigeria, ce qui évidemment n'est pas indifférent, 1500 km de frontières communes, et on prétend traduire pour haute trahison le président légitimement élu. Bazoum. Donc aux uns on dit, nous ne sommes pas exclus, nous ne sommes pas hostiles à une négociation, le dialogue doit continuer, et puis aux autres on dit non seulement ce personnage, Mohamed Bazoum, donc président élu, doit être traduit devant les juridictions locales et internationales, c'est quand même sidérant, pour haute trahison, atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, mais on laisse entendre qu'en cas de passage à l'acte militaire de la part de la CEDEAO, donc cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest, eh bien, on pourrait attenter à ses jours. Mmh. Donc, comment s'y retrouver? Et moi, derrière cela, si vous voulez, quand je compare ça avec d'autres putschs récents, Mali, Burkina Faso, je suis très frappé par une sorte d'amateurisme et des flottements qui tiennent au fait, à mon sens, que tous ces personnages vêtus de treillis kaki, même si certains n'ont pas combattu depuis un certain temps, sont saisis par un hubris. Ils sont comme, je dirais, enivrés par leur propre audace. C'est-à-dire que c'est un coup d'État qui, à la différence des précédents, part sur ce que l'un des collaborateurs de Bazoum a cruellement appelé une convenance personnelle. C'est vrai, c'est un chef de la garde présidentielle oui. qui sait qu'il est plus proche de la porte que de la promotion et qui décide donc de prendre les devants. Et qui, et c'est ça qui fait basculer d'une certaine manière le rapport de force, réussit à embarquer dans cette aventure les grands chefs de corps militaro-sécuritaires. Bon, mais on dit, alors là, vous savez, ils nous ont dégainé le kit du parfait petit putschiste, hein, c'est-à-dire une politique sécuritaire en échec, la malgouvernance, la corruption. Oui, mais enfin, petit détail, ils sont eux-mêmes, les acteurs de ce putsch,
comptable de la politique sécuritaire, pour certains depuis plus de 10 ans. Oui. Bon, il y a un hic. Ensuite, la corruption, les grandes affaires de corruption, et il y en a eu, évidemment, au Niger. Des commandes militaires fictives, de la surfacturation, des détournements, ils étaient aussi aux manettes. Deuxième souci. Donc, si vous voulez, rien de là-dedans n'est rationnel et cohérent. Mais ça fait un certain temps que, notamment dans l'ère sahélienne, on a renoncé à toute forme de rationalité. Et si vous voulez, alors maintenant, j'en viens au cœur de la question sur la CEDEAO. Moi, ici même, sur ce plateau, depuis 2 semaines, je manifeste une très grande circonspection. Pour des raisons qui tiennent à la fois à la fragilité du front uni contre le putsch, Ouais. et à des difficultés opérationnelles insurmontables. Je commence par celle-là. Enfin, vous avez un président qui est menacé, qui est séquestré, qui est peut-être dans les sous-sols d'une résidence présidentielle. Vous allez lâcher un commando de parachutistes sur le toit du palais, au risque de mettre un terme à son séjour ici-bas. Deuxièmement, vous avez éventuellement une opération militaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une intrusion de colonnes armées qui viennent du Nigeria ou du Bénin. C'est les 2 seules solutions. Bon. Avec des comités de vigilance qui ont été activés sur tous les ronds-points de Niamey, par exemple. Donc vous allez éventuellement courir le risque de laisser dans votre sillage des dizaines, voire des centaines de cadavres de citoyens nigériens. Donc voilà, c'est pour la raison. Alors, et puis la première raison de mon scepticisme, c'est que on nous dit, oui, c'est le front uni, l'union sacrée contre le putschisme. Mais pas du tout, pas du tout. À l'ouest, vous avez le glacis des frères d'armes maliens burkinabés. L'Algérie au nord, le président Tebboune a très clairement manifesté son hostilité radicale à toute intervention. Il ne supporte pas l'idée qu'on puisse mettre un orteil et a fortiori des Rangers dans son arrière-cour sahélienne. C'est ainsi qu'il voit cette région. Et puis même, les États-Unis ont une posture extrêmement ambiguë. Car ils ont des intérêts, ils souhaitent évidemment garder leur base à Agadez et un peu plus au nord. C'est un balcon sur la Libye, ce qui n'est pas inutile. Les Italiens et les Allemands ont manifesté aussi leur préférence pour la formule du dialogue. Et je termine là-dessus, c'est-à-dire que depuis le début, le propos de la CEDEAO, donc il faut toujours rappeler que c'est une communauté qui est perçue par une bonne partie de l'intelligence africaine comme molle, tiède et inféodée aux partenaires occidentaux. Depuis le début, donc la CEDEAO a un discours qui est ambivalent. Si vous voulez crédibiliser la menace du recours à la force, vous ne commencez pas par répéter tous les 4 matins que vous souhaitez privilégier la solution diplomatique. Vous avez le droit de le penser très fort, mais il ne faut surtout pas le dire. Pour crédibiliser une menace, eh bien, on fait du vol en rase-motte avec des chasseurs au-dessus de la capitale, on masse des troupes, effectivement, on n'en parle pas. On a eu quand même des chefs d'état-major qui sont réunis il y a plus d'1 semaine, pendant 48 heures, à Abuja, au Nigeria, et on apprend qu'ils vont se retrouver jeudi prochain à Accra, au Ghana. Il serait peut-être temps de donner des signaux crédibles. Et donc, effectivement, les putschistes, dans cette hubris dont je parlais tout à l'heure, ils s'engouffrent dans toutes ces brèches et se persuadent eux-mêmes que l'intervention militaire est une chimère. Au moins, lui, il est conscient de la situation. Lui, il n'est pas sur les étoiles. Il a bien fait comprendre que si la CEDEAO pense pouvoir partir là-bas, aller récupérer le président Bazoum et ressortir du Niger comme si de rien n'était, c'est qu'ils sont en train de rêver. Contrairement aux chefs d'État qui, je pense, ont oublié leur cerveau dans leur palais présidentiel avant de prendre les micros devant les journalistes pour bavarder, comme Alassane Dramane Ouattara. Même les petits lycéens africains aujourd'hui sont conscients et savent qu'il est impossible aujourd'hui que la CEDEAO lance un assaut sur le Niger pour aller récupérer le président là, sans avoir massacré un maximum de populations civiles, un maximum de militaires et donc affaiblir les forces de défense et de sécurité du pays. Et en plus de ça, se retrouver dans l'incapacité de récupérer le président Bazoum vivant. Comment vous allez venir tuer des gens qui détiennent quelqu'un que vous venez chercher et puis les gens là vont garder les yeux fermés comme ça jusqu'à ce que vous arrivez sur eux et vous prenez votre copain comme si de rien n'était. Sur quelle planète ces gens-là vivent? Est-ce qu'on peut être aussi bête dans sa tête? Suivons cette autre vidéo.
De son côté, la France étudiera toute demande d'appui militaire à la CEDEAO. C'est ce que l'Élysée a fait savoir hier soir. Alexandre Chauveau, Emmanuel Macron, bien qu'à Brégançon, suit évidemment la situation de très près. Oui, le chef de l'État a organisé un appel hier soir, quelques minutes après la publication du communiqué de la CEDEAO, avec les ministres concernés, ses équipes et notamment l'ambassadeur de France à Niamey. Point de situation depuis Brégançon, donc, où Emmanuel Macron s'entretient également avec ses partenaires européens et américains, ainsi qu'avec ses homologues de la CEDEAO. Paris soutient ainsi l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja, y compris la décision d'activer le déploiement d'une force en attente. C'est ce qu'indique le Quai d'Orsay, car Paris a toujours estimé qu'une option militaire devait rester sur la table depuis le coup d'État du 26 juillet. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a martelé qu'il s'agissait du coup d'État de trop dans la région et fait valoir que le rétablissement de l'ordre constitutionnel était crucial pour ce pays et ses voisins, aux prises avec les mouvements djihadistes et l'influence russe du groupe Wagner. À noter enfin que les États-Unis ont également apporté leur soutien à l'action de la CEDEAO, sans toutefois approuver explicitement la décision de déployer sa force. Depuis quand il y a des ministres en France qui sont concernés par un coup d'État au Niger? J'ai rien compris. C'est quoi ces ministres-là? Est-ce qu'il y a un ministère en France chargé de la situation au Niger? Est-ce qu'il y a des responsables dans le gouvernement français qui doivent décider si oui ou non un coup d'État au Niger est une situation de trop ou de moins grave, des choses comme ça? Je ne comprends rien. Il faut que quelqu'un m'explique. Dans quel monde on vit? Comment c'est possible que le président français mette sur la table une option militaire, c'est-à-dire que la possibilité d'une intervention militaire avant même que la CEDEAO ne se prononce sur le sujet? Et comme par hasard, la CEDEAO, dans une grande précipitation, a annoncé le premier jour même où ils ont pris leurs fameuses sanctions qu'ils allaient intervenir militairement. Après, on nous dit que non, c'est une décision de la CEDEAO qui en a marre des putschistes ou des putsch, ou alors la démocratie, on doit défendre. Mais de quelle démocratie vous nous parlez? C'est de la démocratie on parle. Pourquoi en Angleterre, il n'y a pas de démocratie? C'est un royaume. Qui vous a dit qu'ils sont en retard? En Russie, la Russie fait partie aujourd'hui des plus grandes puissances du monde. Vous parlez de quelle démocratie? Donald Trump est en train d'être jugé comme ça parce qu'apparemment il a truqué des élections. Vous nous parlez de démocratie? De quelle démocratie on nous parle? Le Maroc est le pays le plus développé aujourd'hui de l'Afrique, pratiquement. En dehors, bien sûr, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a une démocratie là-bas? C'est un royaume. On s'en fout de votre démocratie. On s'en fout de cette démocratie qu'on nous a imposée. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des gens capables de défendre le bas peuple. Si ceci doit être des militaires, on dit bravo, on les accueille à bras ouverts. S'ils doivent être des civils, on les accueille aussi à bras ouverts. Ce n'est pas à la France de décider de qui est bien pour la démocratie, pour leur démocratie qu'ils ont importée en Afrique. Ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas à l'Italie ou bien à l'Allemagne. Déjà, ils sont en train de se battre pour qu'on arrête l'immigration. Finalement, ils ne peuvent pas avoir la même mise sur tout en Afrique quand même. Ils ne peuvent pas décider de tout ce qui se passe en Afrique. Ils ne veulent pas des Africains chez eux. Ils ne veulent pas de l'immigration. Mais ils ne veulent pas laisser les Africains tranquilles aussi en Afrique. Mais c'est quoi ça? À un moment donné, il faut savoir décider. Donc là, il y a une grande question qui se pose. C'est quoi finalement la différence entre la CEDEAO, la France, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis? Je ne comprends pas. Paris a convoqué le ministère concerné. Ils ont appelé leurs homologues allemands, italiens, portugais ou je ne sais pas quoi, américains. Et ils ont échangé aussi avec la CEDEAO par rapport à une intervention militaire qui serait activée. Depuis quand la CEDEAO a eu quelque chose à dire dans un conflit européen? Depuis que la guerre en Ukraine a commencé, qui a entendu un jour un officiel de l'Union européenne dire qu'on a décidé avec nos collaborateurs africains? On a parlé avec l'Union africaine et on a adopté cette mesure-là.
À aucun moment, ni l'Union africaine, ni aucun pays africain n'est pris en compte. On s'en fout de l'Afrique. Mais pourquoi alors, quand l'Ouest Afrique doit décider de quelque chose en rapport avec un de ses membres, il faut que la France approuve ou non. Il faut que la France donne d'abord le ton. Mais c'est la honte. À un moment donné, il faut savoir dire non. À un moment donné, il faut être capable de défendre le minimum de sa dignité. Aujourd'hui, on n'est pas seulement ridicule, mais ces dirigeants qui sont devant ce genre d'actes et de décisions totalement absurdes et honteux font vraiment la honte de toute l'Afrique. Il faut à un moment donné se réveiller, ouvrir les yeux et avoir honte de certaines choses. Parce que trop, c'est vraiment trop.